Donc, moi, mon acheteur, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec le bloc. Donc, je peux bien le conseiller. Le vendeur, je peux bien le préparer parce que je connais tout ce qui se passe autour. Honnêtement, c'est pour ça que j'aime ça, ce que je fais. On aime tout ce qu'on fait, mais sinon, on serait pas là. Hein? Bienvenue à mon podcast dédié à l'immobilier commercial, multilogement, industriel. Et au passage, on va parler bien sûr de mindset. Mindset parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat, je pense. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir nul autre que Roxane Bédard, courtière hypothécaire chez PMML, qui a une belle business en ce moment et qui est dans le marché puis qui est là pour vous aider. Donc, merci Roxane d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de m'avoir invité premièrement. Je suis super contente de venir jaser avec toi. On a des belles affaires à jaser aujourd'hui. Hein? Absolument. On va jaser principalement des différents acteurs qu'il y a dans le milieu, la collaboration avec ces acteurs-là. Pourquoi nous, on est des spécialistes pour justement travailler avec ces gens-là. On va parler de tous les défis qu'on vit, bien sûr, en ce moment dans le marché. Je pense qu'il y a l'importance de bien s'entourer dès le départ aussi. Je pense que c'est important. Absolument. Il faut bien s'entourer. Fait que là-dessus, on passe ça. Let's go. L'importance des relations. L'importance des relations dans le domaine hypothécaire, bien, pas juste dans le domaine hypothécaire, dans nos transactions, vraiment, dans le milieu où on est, les relations, c'est super important. Puis ça sert énormément à nos clients. Oui, puis souvent dans l'ombre, hein? Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, puis ils ne le savent pas. Tu sais, toi, exemple, du côté immobilier, tes relations les plus importantes, tes intervenants externes avec qui ta collaboration est importante, c'est qui principalement? Bien, principalement, c'est sûr qu'au début d'une relation, on commence avec l'inspecteur. Tu sais, l'inspecteur, on veut... C'est pas qu'on veut l'avoir dans notre poche, mais je veux dire, on veut avoir une bonne relation parce que j'ai vu des inspections qui ont vraiment mal viré, là. Tu sais, où c'était très hostile, tout ça. Fait que ça part un peu de là. Après ça, il vient l'évaluation, l'évaluateur. C'est important de savoir avec qui on fait affaire dans une transaction. Puis souvent, vous autres, les courtiers hypothécaires, vous avez justement votre carnet d'adresses de gens, tu sais, comme tu peux référer des évaluateurs, tout ça, juste pour s'assurer que tout coule bien dans la transaction, tu sais. Puis, à partir de là, tu sais, je pense que le fameux coup de téléphone de la personne qui répond, ça fait une grosse différence dans notre domaine aussi. Puis, dans le temps que ça prend aussi à aller rejoindre ces professionnels-là. Puis, tu parlais de l'évaluateur, bien, à quel point c'est pertinent, nous autres aussi, la relation avec l'évaluateur parce que, tu sais, on ne joue pas juste un rôle de prendre l'évaluation puis le mettre au dossier. Il faut le regarder. Il faut regarder les points qui ont été mentionnés. Qu'est-ce qui a été utilisé comme normalisation? Ça fait-tu du sens? Y en a-tu trop mis? Y en a-tu pas assez mis? On va-tu se faire challenger le dossier par rapport à ça? D'être capable de prendre le téléphone, d'avoir quelqu'un qui répond l'autre bord puis qui va faire les corrections puis qu'en dedans de 24 heures, on va recevoir le rapport corrigé, ça fait une énorme différence. Ouais. Autant que le banquier. T'sais, ça, c'est tous des points que le client ne se rend pas compte puis à quel point on est important dans une transaction. T'sais, qu'on va appeler le banquier puis qu'on va être capable de faire le tour de 3-4 banquiers en l'espace de 2 jours puis qu'on va avoir toutes les réponses à nos questions puis qu'on va arriver avec différents scénarios de financement. Je pense que c'est tous des points que le client, au bout de la ligne, il bénéficie dans la transaction, mais qui ne se rend pas nécessairement compte non plus parce qu'il ne voit pas tout le travail qui est fait en arrière puis tout le temps qui a été passé dans le dossier. Puis, en ne faisant pas ces démarches-là lui-même, il ne sait pas le temps qu'il sauve non plus. Non, mais c'est ça y prendrait peut-être 3-4 semaines à avoir des retours. Puis, il n'y aurait pas le même résultat pantoute. Exactement. Tu sais, on n'arrivera pas au même résultat. Moi aussi, là, en arrière, je travaille énormément. Moi, je suis là en arrière comme un chef d'orchestre puis en train de dire à tout le monde, t'es rendu dans ton dossier, je pousse le monde. Là, en ce moment, je suis dans un dossier où on a une étude environnementale. Ça aussi, c'est une autre affaire. Là. C'est un gros monstre, un petit peu, là, qui est très incompris actuellement. Puis, donc, là, je pousse tout le monde pour que le rapport sorte. Je me suis assuré qu'on faisait affaire à une compagnie qui était certifiée, qui avait un bon background. Puis au-delà de la certification, tu sais, je pense que c'est important de travailler avec justement des firmes en qui tu as confiance, toi, puis que tu es capable de donner comme ton vote de confiance en arrière parce que c'est un monde qui est tough aussi. Là. Tu sais, les répercussions sont extrêmes. Le client, souvent, il s'en remet il fait une confiance aveugle parce qu'il n'a aucune idée
de qu'est-ce que c'est ce rapport-là. Il n'est pas capable de le lire, il n'est pas capable de l'interpréter. C'est dur d'avoir une réponse à ces questions quand ça remet à un professionnel qui ne connaît pas nécessairement dans un domaine où il n'y a aucune compétence, aucune connaissance. Là, ça tend à vouloir... C'est tellement technique, ça, là. Ça tend à vouloir un petit peu... de changer l'opinion par rapport à ça. Puis il y a du monde qui ont de moins en moins peur des conséquences qui viennent avec les sols contaminés, là, parce qu'il y en a qui commencent à connaître ça. Mais monsieur, madame, tout le monde a peur. Là. Pour certains, c'est un no-go complètement. Quand il y a tellement à aller chercher de ça, puis il y a des deals à faire, il y a des rabais à l'achat pour des vendeurs qui veulent s'en départir, puis qui ont peur, justement. Puis dans la contamination, il existe des subventions, il y a des solutions. Là, qui financent jusqu'à 75 des travaux de décontamination. Fait que tu peux avoir un rabais à l'achat à cause que c'est contaminé. Tu peux aller chercher la subvention de l'autre bord. Tu peux faire tes travaux. Je veux dire, au final, ça peut être gagnant. Là. Ah oui, c'est sûr, ça peut être gagnant. Là. Définitif. Là. Puis la collaboration entre les courtiers aussi. T'sais, là, on parle de courtier immobilier à courtier hypothécaire. T'sais, nous autres, on est à l'interne dans la même boîte, mais ça en reste que c'est la même chose pour les autres intervenants à l'externe aussi. C'est à quel point la collaboration entre nous autres est importante parce que le courtier immobilier qui ne répondra pas l'autre bord quand je vais l'appeler puis je vais essayer d'avoir des informations. Ça arrive, ça? Ben, ça arrive. Tu ne veux pas la relation avec le vendeur. Toi, tu l'as. Moi, j'ai la relation avec l'acheteur. Mais je n'ai pas la relation avec le vendeur. Tu sais, l'historique de l'immeuble, d'avoir du détail, d'avoir du gravy autour, puis d'avoir toute la fameuse documentation. Parce que ça, c'est un autre problème, là, la documentation. Tu sais, toi, tu te bats avec le vendeur d'un bord, moi, je me bats avec l'acheteur de l'autre. Puis, moi, je m'assure que ma documentation est là au départ. Tu sais, moi, la manière que je fais ma mise en marché, je vais récolter la documentation. Je ne vais jamais mettre un listing en ligne si je n'ai pas toute la documentation. Puis je l'explique bien au vendeur. J'ai besoin de ça pour l'acheteur, pour sa vérification diligente. Le jour qu'il y a un offre d'achat acceptée, boum, 24 heures après, il y a toute la documentation. Il est capable rapidement de faire sa vérification diligente. Après ça, on parlait d'acteur tantôt. Il faut que je l'envoie à tout le monde. Il faut que je l'envoie à l'évaluateur. Là, l'inspecteur veut voir la DV. Après ça, qui d'autre? Bien, la banque qui va faire le financement. Là, dans ce cas-là, c'est le courtier hypothécaire. Tu sais, nous autres, on collabore bien, ça va vite. Tu as toute la documentation rapide, tu peux évaluer ton dossier, faire tes pro-formas quand même assez rapidement, donner une bonne idée rapide au client. Bon, ben, on va aller financer 4 millions sur ce bloc-là. Puis, tu sais, là, on est dans un marché qui est en évolution constante aussi. On gère les petites crises de tout le monde. Tu sais, on a la SCHL qui vient de modifier ses paramètres. Là, justement, on est dans ça présentement. L'augmentation des normalisations. On est dans l'augmentation des prix, des taux de primes aussi. On a les prêteurs qui ont l'appétit changeant tout le temps. Nous autres, on a un rôle à jouer auprès de l'acheteur. Mais là, toi, de l'autre bord, il faut que tu gages le vendeur. Là, ça va peut-être être plus long que prévu avant que le financement sorte. Les tempêtes qu'on vit de notre bord ont des répercussions sur le vendeur aussi. Oui, en ce moment, moi, c'est la gestion des attentes. Je fais beaucoup de gestion des attentes, puis c'est mon rôle de m'assurer que le vendeur, comme là, en ce moment, justement, là, on est quoi là? Pour ceux qui écoutent le podcast, on est rendu au mois de juin. Là, on arrive dans la période des vacances. Puis on le sait, tout le monde, à chaque année, c'est la même affaire. On tombe, la CHL va tomber en mode... elle va tomber en veille, comme un bon vieux PC. En veille, au moment où ils ont le plus de dossiers de leur vie, là, présentement. Parce que là, début juin 2023, pour ceux qui ne le savent pas, on a des changements qui s'en viennent. Fait que là, le flot de dossiers est assez important. Exact. Fait que là, c'est ça. Là, il faut gérer les attentes. En fait, il faut comprendre le processus transactionnel pour dire au vendeur, ben regarde, on en a pour 8 semaines. Là, en ce moment, j'ai une couple de dossiers. On vient d'envoyer tous les dossiers SCHL sont partis. Puis là, on en a pour... Tout le monde dit 6 à 8 semaines, là, mais c'est pas vrai. Là, parce que juin, juillet, août, là, il se passe pas grand-chose. En théorie, 6 à 8 semaines, normalement. On va-tu passer à 8 à 10, à 10 à 12? Moi, je pense qu'on va passer à 12. Ça, c'est sûr. On va passer à 12. Gestion des attentes, encore une fois. Exact. Mais, tu sais, quand tu as une balle courbe, que tu as réussi à prévoir les enjeux possibles, puis que tu as fait la gestion d'attente avec ton client, ça y est pour beaucoup aussi. Parce que si tu as dit 6 à 8, ça en prend 12, ça ne marche pas. Mais si tu as dit 12 à 15, ça en prend 12, tout le monde va être content. Oui. Et ça, c'est fou, hein, la gestion des attentes. C'est... Ouais. Ben, c'est l'ancrage. Là. Si tu mets l'ancrage trop bas, ben tu vas vivre des déceptions. Fait que c'est un peu ça. Quoi d'autre? Là, on est dans un marché qui se sophistique. Je le dis souvent, la sophistication. Il y a l'AMREX qui en parle tout le temps. Il y a ce mot-là. Lui, il était quand même un précurseur. Il en parle, ça fait des années. Là. Il dit tout le temps le mot sophistication, mais c'est vrai. Je pense qu'on est dans un marché où il faut se former. Il faut comprendre toutes les technicalités en arrière du financement
Parce que le financement, je le dis souvent, c'est la pierre angulaire d'une réussite d'une transaction. C'est ce qui fait que tu vas avoir... Souvent, c'est ce qui fait que tu vas avoir un deal ou pas. Oui. Un bon deal, tu sais. Moi, combien de fois qu'on a vendu des immeubles qui semblaient être pas un bon deal, puis au final, on a fait... C'était un coup de circuit, là, tu sais. On est allé chercher un financement incroyable. Puis souvent, c'est des immeubles qui sont sur Centris depuis longtemps. Il n'y a personne qui a vu le potentiel avec cet immeuble-là. Puis t'en as un qui arrive, il voit un potentiel, il te fait une affaire de fou avec l'immeuble. Puis finalement, tu te dis, pourquoi qu'on n'a tous pas vu ça? T'sais, c'était sur Centris, ça faisait 13 mois l'immeuble. Puis il est arrivé quelque chose d'incroyable. Mais c'est l'œil derrière, puis c'est encore une fois une question de sophistication. Tu sais, des immeubles au bon prix, avec des loyers au marché, qu'il n'y a pas de réno à faire sur le marché en ce moment. Il n'y en a pas bien. Il n'y a pas tant de deal là, c'est plus un placement à long terme. Un placement à long terme. Safe. Puis celui qui veut faire le deal, il va falloir qu'il le voie. Fait qu'il va falloir que, premièrement, quand il regarde l'immeuble, il voit son potentiel. Puis pour ça, il faut qu'il ait des connaissances, puis il faut qu'il soit en mesure d'aller les chercher, ces connaissances-là. Avant, c'était différent. On avait des propriétaires d'immeubles qui avaient leurs immeubles depuis 30 ans, qui géraient ça à leurs affaires, mais ils l'avaient payé tellement pas cher. Il y avait eu des taux d'intérêt acceptables, puis des immeubles qui ont pris de la valeur comme c'est pas possible. Là, c'est différent. Là. Les immeubles, ils ont pris beaucoup de valeur dans le passé, mais celui-là qui l'achète aujourd'hui, il faut qu'il accrée sa valeur. C'est exact. Ça, c'est très bon ce que tu dis. Puis justement, j'étais en présentation cette semaine avec un client qui a acheté un immeuble dans les années 2000. C'est combien de portes déjà? C'était comme un 8 logements. Il a payé ça 100... Attends, il avait payé 150 000, une affaire comme ça. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'il le trouvait cher en plus. Là. C'est ça qu'il m'a dit. C'est sûr qu'il le trouvait cher. Il le trouvait cher. Il dit, dans ce temps-là, il dit, je l'ai payé 8 fois les revenus. Puis il dit, dans ce temps-là, il dit, on payait ça 6 fois, tu sais, les revenus. 8 fois, c'était cher. Imagine, 8 fois, c'était cher. Création de valeur. Exactement. Aujourd'hui, j'ai évalué son immeuble. Combien j'ai évalué son immeuble? J'en évalue pas mal, là. Fait que, mais, mon Dieu, j'étais à 1,250, une affaire comme ça. Tu sais, 1,250. Puis ça me vient à un autre point super important. Tu sais, lui, j'ai demandé combien il avait payé, puis il s'en rappelait pas. OK? Il s'en rappelait pas, puis ça, je le dis souvent aux gens. Quand les gens, des fois, dans une transaction de, je sais pas moi, 2 millions, mettons, ils veulent négocier des 20, des 30 000, puis ça s'ostine pour 30 000 sur un deal de 2 millions. Puis, mettons, le deal, il se fait. 6 mois, 1 an après, je rappelle la personne, puis je dis, hey, tu te rappelles-tu comment tu as payé le bloc? Puis il me dit, ben, tu sais, à peu près tel prix. Fait que, OK, puis toi, tu as voulu gosser pour 30 000. Pour 30 000. Sur un deal, puis tu te rappelles. Fait que, j'ai dit, tu t'en rappelleras pas vraiment le prix que tu l'as payé. Fait qu'arrête de gosser pour une coupe de 1000. Ben, c'est la même affaire avec les taux d'intérêt, hein? Bon. On parle de taux d'intérêt, puis des fois, là, on sait là, à quel point ça a changé dans la dernière année. Là. On a... Puis là, au moment où on se parle, ça vient d'augmenter encore hier, le taux directeur. Tu as tout le monde qui n'ont pas bougé à l'été passé parce qu'ils n'ont pas fait leur refinancement. Ils ont repoussé parce que les taux, ils les trouvaient tellement hauts puis que ça n'avait pas de bon sens. Puis là, ils ont repoussé. Puis là, ils se sont dit, bon, ben ça va baisser. Début 2023, ça va être moins pire. Puis là, tu arrives en début 2023, c'est pas moins pire. Là, ça augmente encore. Puis là, finalement, ils ont besoin de bouger là, parce que là, ils disent des projets, il faut en faire. Là. Puis finalement, ben, on est à 1 de plus que ce qu'on était l'été passé. Mais il faut qu'ils bougent pareil. Mais l'impact sur le montant du financement est énorme. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu veux créer de la valeur d'un bord, mais tu as besoin de liquidité de l'autre, ben là, c'est un coup d'opportunité. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut, même si ça a augmenté de 20 points, de 30 points, ben bouge pareil parce que qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Qu'est-ce que tu vas générer avec cet argent-là? Puis quelle valeur tu vas créer? Tu sais, ça a un coût, puis c'est normal. Exact. C'est tout le temps question de qu'est-ce que tu vas en faire. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, exactement. Il y a du monde qui n'arrête pas d'attendre puis qui me dit tout le temps, les taux vont baisser, je vais attendre. T'attends quoi? Quand t'attends que ça c'est plus le temps, tu sais. Là, ça l'a pas descendu, là. T'as tous ceux-là qui ont fait des moves il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, puis ils disent, hey, j'ai-tu bien fait de le faire? Ou bien, hey, j'aurais donc dû le faire. Mais, tu sais, aujourd'hui, on va tout le temps être le hier de demain. Fait que le marché va continuer d'évoluer. Il va tout le temps avoir des opportunités qui vont arriver. Mais je pense que plus vite que tu bouges dans ton processus, ben plus vite que tu vas en créer de la valeur. Puis c'est un petit peu. Puis ça revient à, tu trouves ça cher, mais c'est cher par rapport à quoi? Par rapport à hier, par rapport à demain, tu sais. C'est sûr, ça va être plus tu avances dans le temps, plus ça va être cher. C'est normal. Il y a 3 valeurs, il y a 3 rendements dans un immeuble. T'as le cash flow, la capitalisation et la plus-value. Ta plus-value, elle va toujours continuer. Là, on est en pénurie de logements, les loyers augmentent. Fait que veut pas, le potentiel de tous les immeubles augmente aussi là, au niveau des revenus. Là. Ben oui. Fait que tous les immeubles,
Là, on regarde ça, c'est cher, mais ils ont tous plus de potentiel qu'ils en avaient parce que le loyer augmente constamment, puis là, il augmente de façon considérable. Il augmente vraiment, vraiment beaucoup, là. Puis le taux de vacances est super bas. Là, avec la construction qui est arrêtée majoritairement, ben ça va pas aider Ça aidera rien. Non, c'est ça. Puis l'immigration qui augmente. Fait que tous les facteurs sont là pour que les loyers continuent d'augmenter dans les prochaines années. Fait que les immeubles, ils prennent encore plus de valeur dans un sens parce que le potentiel est là. Exactement. Il y a tout le temps du potentiel. Ça revient à aussi qu'est-ce qu'il faut souvent planifier, c'est les plans de sortie des financements. Là, en ce moment, on vit des difficultés au niveau des financements. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les plans de sortie du monde? Parce que là, il y a du monde, exemple, qui a acheté des immeubles, en fait, où je veux en venir, c'est au niveau des remboursements d'équité, tout ça. Comment ça fonctionne un petit peu, les remboursements d'équité en ce moment? Oui, mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Ouais. On parlait tantôt de CHL qui change le fusil d'épaule constamment. Les prêteurs suivent aussi, ils changent leur fusil d'épaule constamment aussi. On est dans une période où ça change. On a la clause de retrait d'équité qui est là depuis 3 ans maintenant, depuis le début de la pandémie, où la SCHL a dit que les fonds qui étaient ressortis des immeubles devaient être investis dans l'immobilier, que ce soit par des acquisitions ou par des améliorations, des travaux. Là. Donc, les banques ne peuvent pas libérer l'équité au moment du notaire. Ils doivent attendre qu'on soit rendu à réinvestir dans l'immobilier. Jusque-là, on n'avait pas trop de problèmes non plus avec le remboursement des travaux qui avaient été faits sur l'immeuble. On regardait le coût d'acquisition, on regardait les travaux qui avaient été faits. Okay. Puis ça, c'était pas considéré comme du retrait d'équité. C'était pour rembourser par rapport au coût d'acquisition. Donc, tu as rénové l'immeuble, tu as injecté de l'argent de tes fonds propres, mettons. Exactement. On était capable de sortir ce montant-là. Okay. Là, en ce moment, la SCHL est en train de revenir un petit peu plus sur ses principes de base qui étaient lousses là, dans les dernières années. Okay. À l'écrit, c'était là, mais il tolérait puis il ne l'appliquait pas. Là, en ce moment, avec le volume de dossiers, avec le risque qui augmente aussi, parce que là, veut pas, la PH Select, on vient de diminuer le ratio de couverture de dette. Là, fait que les portfolios globaux de pas mal tout le monde, on s'entend, c'est un petit peu moins rentable. Ils sont plus à risque. Puis là, ils commencent à appliquer plus à la lettre les mesures. Fait que là, présentement, ils sont en mode on ne rembourse pas des travaux passés, mais venez nous voir avant parce qu'on va financer sur vos valeurs futures puis on va financer vos travaux. Aha. Mais vos travaux à venir. OK. Donc, ça veut juste dire que, encore là, sophistication, il faut prévoir puis il faut planifier nos affaires différemment. Avant, on se posait pas la question. Go, j'achète un immeuble, je vais le rénover, je vais le financer. Merci, bonsoir. Puis, ils veulent aussi un petit peu venir encore une fois appliquer à la lettre leurs règles de y aller à rembourser les prêteurs qui sont agréés. Oui. Puis, ils veulent éliminer, en fait, le remboursement des prêteurs privés puis des prêteurs alternatifs qui ne sont pas sur leur liste de prêteurs agréés. Ouais. Là, on en a beaucoup là, qui sont en train de se faire accréditer là, parce qu'ils veulent être sur la liste de prêteurs agréés de la SCHL. Oui. Bien évidemment que c'est 100% légitime. C'est des prêteurs qui sont rigoureux, qui sont aussi rigoureux que les banques à charte traditionnelles qu'on connaît. Là. Fait que, tu sais, ça, à ce niveau-là, ça va se régler. Mais au niveau des prêteurs privés, ce qui est plus compliqué, c'est un petit peu de savoir à quoi ils ont servi les fonds. Puis c'est un petit peu ça qu'ils veulent venir mitiger comme risque aussi, la SCHL, présentement. Fait qu'il faut quand même faire attention là, sur les projets d'optimisation en ce moment, de savoir de quelle manière on structure notre acquisition, qu'on structure les rénovations. Puis quand on est capable de faire un travail en amont, puis d'y aller avec la SCHL dès le départ, parce qu'ils ont de l'ouverture à faire des achats pour repositionnement, là, des pré-repositionnements. Ouais. Donc, des achats avec amélioration sont là. Ils peuvent assurer le financement des rénovations aussi. Là. Mais ils disent, venez nous voir en amont, on va gérer, puis on va vous aider à faire la construction, puis on va être capable de y aller basé sur une valeur future aussi. Fait qu'on est dans une période où c'est un petit peu plus difficile. Il faut juste rester... difficile, c'est pas le bon mot. Je pense qu'il faut rester au fait de l'évolution du marché, puis de ce qui évolue constamment aussi là, au niveau de leurs paramètres à eux autres. Puis pour ça, il faut être dedans tout le temps. Exact. T'sais, de là, c'est important de se former, mais c'est important de bien s'entourer de monde qui sont dedans tout le temps puis qui ont des contacts directs aussi avec les prêteurs puis avec la SCHL parce que faut rester à l'affût des changements là, c'est qui ça. sont apportés. Puis je reviens souvent à dire ça. Moi, je suis un courtier immobilier. Non, je ne suis pas un courtier hypothécaire.
mais je suis dans l'investissement immobilier, donc je dois connaître tous les tenants aboutissants d'un financement, tout ce qui est en arrière, puis je suis toujours en train de me former. Puis même, je l'ai dit récemment aussi dans une autre vidéo, tu sais, on se tient, à toutes les semaines, on fait des masterminds. Puis en groupe, on se forme sur c'est quoi les nouvelles tendances, c'est quoi les défis que vous avez vécus dans vos dossiers. Puis tout le monde s'ajuste. Écoute, ça fait une force de frappe hallucinante, là. Puis je le vois, là, tu sais, dans les masterminds hypothécaires, tout est tout le temps là. Tu es Ouais. là pour voir qu'est-ce qui se passe, où Ben on oui. en est, c'est quoi les enjeux en ce moment, on navigue dans quoi. Puis c'est important à l'inverse aussi, nous autres, d'aller voir qu'est-ce qui se passe de votre côté sur le marché pour avoir vraiment le pouls du marché, qu'est-ce qui se passe avec les vendeurs, on en est où. Puis c'est là qu'on devient meilleur. Absolument. Moi, c'est parce qu'en plus de ça, moi, je suis au front, dans le fond. Moi, je suis là en avant, je vends des blocs, j'achète des blocs avec les clients, je prépare tout le monde. Donc, moi, mon acheteur, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec le bloc. Donc, je peux bien le conseiller. Le vendeur, je peux bien le préparer parce que je connais tout ce qui se passe autour. Honnêtement, c'est pour ça que j'aime ça, ce que je fais. On aime tout ce qu'on fait, mais Ah, sinon, ouais, on serait vraiment. pas là. Hein? Je pense qu'on a une petite personnalité qui fait en sorte que si on Ouais, n'aimait pas ce qu'on fait en ce moment, on serait pas là. Non, c'est sûr. On c'est ferait sûr. d'autres choses, je pense. Ouais. Je faisais d'autres choses avant, puis tu vois, j'aimais pas ça. J'ai découvert l'immobilier, puis j'ai découvert l'immobilier par l'investissement immobilier. Moi aussi. C'est On ça. a ça les deux en commun. Oui, c'est vrai. On est là à cause de l'investissement, dans le fond. Oui. Ben, tu sais, c'est de l'entrepreneuriat aussi en même temps. C'est drivant, tu sais. Quand à la base, c'est une passion, ben Mhm. pourquoi pas aller te chercher un cash flow qui provient de ta passion pour pouvoir investir à côté aussi. Tu sais, c'est ça qui est le Exact. fun. Exact. T'as-tu une niche en particulier que tu spécialises plus ou t'es at large? Je te dirais que je suis pas mal at large. J'étais nichée plus dans le multi, mais là, ce temps-ci, j'ai une tonne de dossiers de commercial. OK. Puis j'aime ça parce que c'est différent. Mhm. Puis, tu sais, on en parlait là, d'apprentissage continu. Moi, d'apprendre constamment, puis d'évoluer là-dedans, j'aime ça. Fait que je te dirais que la zone de confort, c'est le multilogement, SCHL. Les Ouais. paramètres sont tout le temps pareils, ça change pas. Tu crunches les affaires, c'est facile. C'est un moule à muffin. C'est ça. Tu le passes dans le moule, là, puis au final, là, Ouais. ça sort ça, puis on sait ce que ça va donner ça. T'sais. On sait qu'à moins qu'il y ait quelque chose qui pop là, à quelque part, là, puis que finalement, il y ait une problématique qu'on n'avait pas vu venir, là, ça va être ça. Comme la volatilité des taux. Comme la volatilité des taux, comme les changements des normes, Ouais, c'est les ça. changements des normalisations. Mais tu sais, sinon, ça va donner ça. Dans le commercial, ben là, c'est différent. Premièrement, ben, l'analyse des baux, c'est un peu différent qu'un bail standard de Vraiment. résidentiel. Une petite différence. Il y a plus de pages, mettons. Plus de pages, mettons. Tu sais, d'analyser les baux, de comprendre les baux. Tu sais, là, qu'est-ce qui a un impact? Ben, le type de locataire a un impact. Ça fait combien de temps qu'il est là? Il est là pour encore combien de temps? OK. C'est tous des facteurs qui vont venir influencer le ratio de couverture de dette. Puis là, chaque prêteur va avoir des paramètres différents parce qu'on s'entend, là, on n'est pas en SCHL, là, on est en conventionnel. Là. Fait que tu vas avoir tel prêteur qui va être bon dans tel type de commercial. L'autre prêteur, ben, il va faire encore du bureau en ce moment. Puis tu en as un autre à côté ben, là, qui a complètement fermé la porte au bureau. Puis que, vu le marché actuel, puis la fameuse conjoncture économique, puis qu'est-ce qu'on vit présentement, ben, qui ferme la porte au bureau complètement. Fait que de te garder tout le temps à jour, à savoir, OK, qui en fait encore, qui en veut, qui a de l'appétit pour ça, qui va s'accoter plus parce que les revenus de la compagnie opérante à côté sont bons, lequel qui ne le considérera pas pantoute. Puis là, la situation de l'immeuble y est pour quelque chose, mais la situation de l'acheteur y est aussi. Fait que je pense que de jongler dans tous ces paramètres-là, puis d'en apprendre plus tout le temps, constamment, ben moi, j'aime ça. C'est clair. Ça, c'est là que je vois beaucoup de valeur dans le courtier hypothécaire parce que de connaître l'appétit des banques. Moi, souvent, je vais faire un téléphone, je vais vous appeler, vous les courtiers, puis je vais dire, hey, j'ai tel type d'immeuble, tel dossier. Et en ce moment, c'est quoi le pouls du marché des prêteurs? Ils ont-tu de l'appétit? Parce qu'eux, là, ils gèrent du risque. Ouais. Puis, il y a, mettons, je sais pas moi, il y a des banques, à un moment donné, ils faisaient même pas de prêt en bas de 2 millions, mettons. Ils prenaient plus de dossiers en bas de 2 millions. Ça, c'est temps-ci de l'année, là. On est pas mal là. Mais on a encore des banques en ce moment là, qui ferment la porte en bas de 3 millions. Voilà. Puis elle était donc bien la meilleure banque il y a 2 mois pour un prêt d'1,5. Puis là, en ce moment, ben, elle n'en veut pas. Fait que la fameuse gestion d'attente du client. Là, ben, tu sais, moi, si j'avais les meilleures conditions avec ce prêteur-là, puis là, ce prêteur-là, il est plus là. Tu sais, je reçois mon certificat SCHL, là, puis là, ben, ça marche plus avec le prêteur, mais on va se revirer ailleurs. OK, mais on se revire où? C'est qui est le meilleur là, en ce moment, aujourd'hui, pour ce type d'actif-là? Ça change de façon constante. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important de comprendre ça.
Dans la technicalité, quand on a un dossier SCHL, on va soumettre le dossier à la SCHL pour vraiment comprendre que la SCHL, c'est un assureur hypothécaire. Il ne fait pas de prêt. Exactement. Donc, il va émettre un certificat d'assurance hypothécaire avec des paramètres. Puis avec ce certificat-là, vous allez aller généralement, si vous ne le savez pas déjà d'avance, mais ça va dépendre. Je dirais que généralement, on le sait pas mal d'avance. Là, on est correspondant à CHL, fait qu'on passe par on passe pour le prêteur auprès de la SCHL quand on soumet un dossier. Mais c'est une fois qu'on a le certificat d'assurance qu'on l'envoie à la banque officiellement, le dossier. Là. Fait que si à ce moment-là, ben, le financement ne cadre plus dans les paramètres du prêteur, ben, faut se revirer de bord. C'est ça. Exactement. D'abord, fait que c'est ça. Où je voulais en venir avec ça, c'est que vous magasinez normalement la banque après, une fois que tu as le certificat dans les mains, pour avoir les meilleures conditions de marché. Exactement. On va toujours s'assurer d'avoir les meilleures conditions parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. T'sais, autant que toi, tu es là pour ton vendeur, pour ton acheteur, ben, on est vraiment là pour aller magasiner les meilleures conditions parce que je suis la première à le dire tout le temps. Là, je parle à un client, là, si j'ai pas de plus-value pour toi, va à ta banque. T'sais, mon but, c'est d'avoir une plus-value. Ouais. Puis souvent, j'ai des clients récurrents, des clients qui reviennent tout le temps pour certains types de dossiers qui arrivent là, ils veulent me l'envoyer. J'ai pas de plus-value pour toi dans celle-là. Va voir ta banque, va voir ton prêteur actuel, il va être meilleur que moi. C'est bien beau à un moment donné de charger des frais de courtage, là, mais on ne chargera pas des frais si on sait qu'on n'a rien à apporter. Là, en même temps, c'est ça. Fait que si je le sais que je ne peux pas faire mieux que ce que tu as en ce moment comme offre sur la table, ton dossier, je ne le veux pas. Ben, c'est ça. Tu ne seras pas content, tu ne seras pas satisfait du service que tu as reçu, tu auras l'impression de ne pas en avoir pour ton argent. Moi, je vais être là dans ta transaction que tu vas avoir besoin de moi. Que je vais avoir une plus-value pour toi, que je vais être capable de t'apporter quelque chose. Puis généralement, ben, dans les dossiers CHL, c'est le cas tout le temps. Parce qu'on s'entend, n'importe qui va aller à sa banque. La banque, elle travaille pour ses intérêts. Hein. La banque, elle va mettre ses propres barèmes, son propre taux de qualification, ses propres paramètres, va regarder le dossier d'une certaine manière pour gérer son risque. Nous autres, on est là pour gérer le risque de la banque, mais on est là pour appliquer les paramètres de base de la SCHL. On n'ira pas en mettre plus que le client demande. La SCHL nous donne ces normes-là. Fait qu'on va aller s'accoter sur ces normes-là, aller chercher le plus gros montant de financement. Fait que souvent, l'offre avec laquelle on arrive au client, puis l'offre que son prêteur arrive, c'est un no-brainer. Là. Avec les centaines de milliers de différences, là, c'est un no-brainer, on est une plus-value. Absolument. Dans un dossier de conventionnel, bien, souvent, ça va surtout être l'éventail de prêteurs auquel on a accès facilement. Quand je veux dire facilement, c'est justement le contact, la personne qui répond au bout du fil puis qui est capable de nous faire une offre de financement puis qu'on est capable de comparer ces offres-là. Parce que avec les fameuses difficultés de main-d'œuvre en ce moment, là, ben, c'est ça qui arrive. Là. Premièrement, le marché est encore... il bouge encore, hein, les banquiers sont débordés. Oui. Les banques, ils ont de la misère aussi avec la main-d'œuvre. Fait que c'est compliqué, c'est plus long. Puis, on a des prêteurs que... Oui, exactement. Moi, j'ai un dossier que j'envoie des courriels, puis ça me prend 3 jours à avoir une réponse. Mais quand tu es en transaction ou quand tu es dans un processus que tu dois réagir rapidement, mais honnêtement, c'est inacceptable comme délai. L'immobilier, des fois, c'est du timing. C'est là, il faut que ça bouge. Il faut que tu aies une réponse. Là. Exactement. Puis la différence entre avoir un prêteur qui va te faire une offre de financement et en avoir 4, en avoir 5, bien, ça te permet de les mettre en compétition les uns les autres aussi. Fait que tu es sûr d'avoir la meilleure offre. Là. T'es sûr d'avoir la meilleure sur la table. Ouais, fait que c'est à ça qu'on sert. Souvent, le monde ne s'en rend pas compte. Là. Tout le travail qui est fait en arrière, tous les appels, toutes les relations avec les différents intervenants, c'est vraiment important. Vraiment. C'est ce qui fait la différence dans une transaction, c'est ce qui fait le succès. Nous, les transactions, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Je dis tout le temps ça. Il y a tellement d'affaires qui peuvent se passer. Justement, même quand on envoie le dossier à CHL, écoute, on a quoi, là, comme on en parlait tantôt, mettons 12 semaines, mettons 2 mois. Là. 2 mois après ça, tu as ton certificat. Tu as un autre mois pour avoir d'aller magasiner un prêteur qui donne une lettre d'engagement. Tu es rendu à 3 mois. Après ça, un autre mois pour notarier. Si ces trucs ne marchent plus rendus à la fin, tu en as perdu du temps. Là. Ben oui. Puis là, on parlait des intervenants tantôt, puis là, ça vient de me popper. On n'a pas parlé du fameux consultant en efficacité énergétique. Oui. Tu sais, depuis un an, là, avec l'APH Select, souvent, c'est un autre intervenant qui est pertinent dans nos dossiers puis qui va venir faire une bonne différence. Parce que d'avoir la chance de pouvoir aller chercher nos points d'APH Select avec l'efficacité énergétique versus l'abordabilité, là, ça fait une grosse différence. Puis là, ben, eux autres sont en demande énormément aussi. Fait que d'avoir une bonne relation avec des consultants qui sont compétents.
C'est ça. puis qui vont faire le travail, puis que leur travail va être reconnu par la SCHL, puis qui vont avoir confiance en leur rapport. Ça y est pour beaucoup aussi. Mm-hmm. Moi, je trouve ça le fun, ce qui se passe dans le marché, parce que, justement, il y a une sophistication encore là qui se fait. Donc, nous, les intervenants, on a notre plus-value. On l'a toujours eu, mais on dirait que de plus en plus, notre valeur, elle est reconnue et essentielle. Ouais. Parce que tu peux pas commencer. Aujourd'hui, je pense pas que tu peux commencer un projet, que ce soit dans le use, dans le neuf, avec les programmes qui se font au niveau du financement. Si tu ne consultes pas un professionnel pour te guider comme il faut, il y a trop de chances que tu te plantes ou que tu fasses pas les bons choix qui vont te faire perdre du temps et de l'argent. Puis il y a rentrer en contact avec les bons professionnels, mais au bon moment aussi. Oui. En amont. Pas les rencontrer trop tard dans le processus, parce qu'à un moment donné, il est trop tard. Tu sais, on parle de l'évaluateur, on parle de justement regarder notre scénario de sortie, on parle de l'efficacité énergétique. Bien, si tu vas chercher tes professionnels, ton courtier immobilier, ton courtier hypothécaire, dès le départ, que tu t'entoures bien, que tu connais les paramètres qui sont importants à faire attention, puis de qui bien t'entourer dès le départ, pour que ton projet soit à terme dans les bonnes conditions puis avec les meilleures valeurs. C'est important. Exact. On avait rencontré avec un autre courtier hypothécaire, j'en ai parlé dans une autre vidéo, un client qui avait une construction neuve, que là, il arrive au bout, puis il manque d'argent, puis parce qu'il a mal calculé son projet. Mm-hmm. Il a mal calculé son projet. Il l'a même pas fait en efficacité énergétique. C'est un immeuble flambant neuf, là. Je veux dire, on ne peut plus bâtir du neuf sans penser à l'efficacité énergétique. On est dans une autre génération. Il faut penser justement à toutes les émissions de gaz à effet de serre, tout ça. On est dans une époque d'efficacité énergétique, là. Puis en plus, on a des incitatifs pour les utiliser, ces critères-là. T'sais. Fait que là, oui, ça nous prend une conscience sociale, une conscience environnementale, mais là, le gouvernement met en place des incitatifs pour que les gens le fassent pour vrai. Donne un ananas à un investisseur, à un entrepreneur, là. Mais si de l'argent sur la table, s'il fait tel ou tel changement dans ses projets, puis la plupart du temps, il va le faire. Puis là, c'est ça qui se passe depuis un an. C'est ça. Le monde s'ajuste. Puis qu'est-ce qui fait que là, on arrive avec des immeubles qui vont battre le code de 20, de 30, de 40 %? Bien, c'est parce qu'il y a des incitatifs monétaires aussi là-dessus. Puis il va y avoir des assouplissements au niveau des prêts hypothécaires. C'est ça. Fait que monte ton projet efficacement dès le départ. Va chercher tous les incitatifs qui sont disponibles pour toi. Un petit peu comme on parlait tantôt des subventions possibles dans des contaminations. Bien, il y a des subventions possibles là. Il y a des programmes de la SCHL qui sont faits pour te donner des assouplissements si tu fais tel ou tel changement. Fait que sois conscient de ça, la sophistication aussi, d'être conscient de toutes les possibilités qui sont là, puis ajuste tes projets en conséquence au moment où c'est encore possible de le faire. Exactement. Puis les programmes vont toujours évoluer, donc il faut toujours se tenir au courant. Fait qu'honnêtement, pour wrapper ça, bien s'entourer, s'éduquer, faire affaire avec des professionnels. Moi, c'est ce que je vois dans le marché. Je l'ai tout le temps vu, je le vois encore plus aujourd'hui. Oui, on vit des grandes difficultés. Non, c'est pas vrai. C'est pas des difficultés. On vit des grands défis. On va toujours passer à travers ces défis-là, ensemble, en se formant. Donc, voilà, c'est ça. Je peux pas dire d'autre chose. C'est parfait. Oui, c'est ça. Fait que merci d'être venu. Merci d'être venu au podcast. On va en faire d'autres parce que le marché évolue. Puis voilà. Ça m'a fait plaisir. C'était super le fun. Good.